Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Alsker pour ce nouvel épisode de Parlons Constitution, épisode 13. Nous allons aborder les fonctions de l'État. Quelles fonctions pour l'État? Fonctions régaliennes? D'autres fonctions? Allez, tout de suite générique, on en parle après. Alors, on va tout de suite commencer par l'état gendarme et les fonctions régaliennes, mais juste avant, petite chose, je vais vous dire quelque chose d'important, c'est que dans cet épisode, je vais pas vraiment répondre à la question, je vais pas répondre clairement à la question quelle fonction de l'État, s'il faut des fonctions régaliennes, s'il faut plus que ça, je vais aborder ces questions, c'est vrai, je vais vous montrer toutes les questions qui peuvent se poser à partir de cette simple question quelle fonction pour l'État, tout ce que ça implique, et également, pourquoi j'en parle, ça je vous l'expliquerai surtout à la fin, pourquoi est-ce que j'en parle dans cette série qui est censée parler de constitution. Donc tout de suite, voyons voir les fonctions régaliennes et l'état gendarme. Alors qu'est-ce qu'un état gendarme? L'état gendarme, c'est, selon le site melchior.fr, c'est un état qui, comme son nom l'indique, est un état qui limite ses interventions à la protection extérieure, donc l'armée, et intérieure, la police, la justice, protection extérieure et intérieure des citoyens. Il y a des fonctions régaliennes. Régalien vient de regalis, je crois, qui vient de rex au final, l'étymologie latine, quand on va à la source du mot, ça vient de rex, le roi. Les fonctions régaliennes, c'est les fonctions qui appartiennent au roi, qui appartiennent au souverain, à la souveraineté, les fonctions du souverain. Alors donc d'abord, la première fonction régalienne, c'est l'armée, donc la protection extérieure. La deuxième, c'est la police. La police, tout le monde sait ce que c'est, je vais pas définir la police, qui assure une protection intérieure, avec également la justice pour faire respecter les lois, et certains rajoutent la monnaie également, comme étant une fonction régalienne, mais c'est discuté selon les économies, c'est discuté politiquement, et également par les politistes. Donc ces fonctions sont-elles nécessaires à l'État? Est-ce que l'État a besoin de ces fonctions? Quels sont les intérêts de ces fonctions? Alors l'armée. Est-ce qu'on doit laisser la sécurité extérieure au secteur privé? Est-ce qu'il ne faut pas d'armée? La question se pose. Qui paierait la sécurité extérieure en temps de paix? Tout ça, c'est par rapport à laisser la sécurité extérieure au secteur privé. Si on imagine un secteur privé qui n'est pas payé par le secteur public, par l'État, par les collectivités locales, qui paierait pour la sécurité extérieure en temps de paix? En temps de guerre, pourquoi pas? Les gens se mettraient à tous donner de l'argent à des entreprises privées qui assureraient la défense du pays, la défense du territoire, la défense de la population. Mais en temps de paix, qui paierait? Qui a un intérêt direct à entretenir une armée? Donc ce n'est pas forcément très souhaitable, si on veut une armée, qu'elle soit au secteur privé. Mais on peut déléguer. C'est-à-dire donner la gestion de l'armée, d'une armée, ou de plusieurs armées différentes, pourquoi pas, au sein d'un même État, au secteur privé. Et pour quelle raison faire ça? Quel serait l'intérêt pour la nation? Quel serait l'intérêt pour le pays? Pourquoi est-ce que ce serait au secteur privé de le faire, alors que l'État pourrait le faire tout aussi bien? Alors ça permettrait d'avoir une certaine concurrence de l'armée, mais pour qu'il y ait concurrence des armées privées, il faudrait qu'elles puissent exprimer leur concurrence, qu'elles puissent montrer leurs compétences pour être réellement en concurrence. Donc il faudrait faire la guerre, ce qui est sur le plan éthique, sur le plan moral, ce qui n'est pas tout à fait souhaitable, qu'on fasse la guerre juste pour comparer les secteurs privés, les armées privées qui seront en concurrence. Donc la concurrence des armées, le marché militaire, ouais, pas vraiment. Un marché de l'armement, ça c'est autre chose. Mais un marché de l'armée, ça ne semble pas être souhaitable, ça ne semble pas avoir d'intérêt pour la nation. Autre raison pour déléguer possible, c'est tout simplement d'enrichir des actionnaires, d'enrichir ceux qui possèdent l'armée, qui en tireraient du profit. Alors ça, ce serait juste enrichir des personnes juste parce qu'ils ont des actions qu'ils possèdent l'armée privée, donc ça n'a pas grand intérêt pour la nation. Est-ce que le privé ferait mieux que l'armée de métier qui existe depuis des siècles? C'est discutable. Pourquoi est-ce que une armée privée ou plusieurs armées privées feraient mieux? La question se pose. Donc l'armée serait plutôt du ressort de l'État. Et pourquoi pas envisager pas d'armée? Pas d'armée, certains diront c'est une solution pour éviter les conflits, d'autres diront que c'est l'impossibilité d'une défense efficace, ce qui n'est pas complètement faux. Face à de potentielles attaques extérieures, la guerre, les attaques terroristes également, toute autre agression et toute autre pression. Si on n'a aucun moyen de se défendre, si un pays n'a pas de moyen de se défendre face aux autres pays, il subit les pressions des autres pays. Donc pas d'armée, certains défendraient, peut-être qu'il faudrait pas d'armée à l'échelle internationale, donc imposer
l'absence d'armée à tous les États, ça, c'est, disons, envisageable, ça aurait plus de sens que de pas d'armée dans un monde où les agressions sont possibles. Sauf si on souhaite, plutôt que de faire la guerre, être soumis aux pressions extérieures et aux risques d'agression. Ce qui ne veut pas dire, attention, avoir une armée ne veut pas dire faire la guerre. On peut avoir une armée seulement pour se défendre. Bon, évidemment, je ne tranche pas maintenant pour ce genre de questions, même si l'existence d'une armée entre complètement dans ce que c'est l'État, ça n'entre pas vraiment dans ce qu'est la Constitution. C'est pas complètement dans le sujet, mais ça fait partie des fonctions de l'État. Donc c'est pour ça que j'en parle. Alors la police, laisser déléguer à la sécurité intérieure, donc la police au secteur privé, ne pas avoir d'armée, mais avoir une police à la place, en remplacement de l'armée, ne pas avoir de police du tout, une police au secteur privé. Une police au secteur privé, c'est une police à géométrie variable. Alors je m'explique. Je donne un peu mon avis en réalité à ce moment-là. Certains pourraient dire, la police au secteur privé, c'est une bonne chose, oui. Oui, si on veut, ça permet de mettre en concurrence les différentes polices, donc leur efficacité. La concurrence permettrait de sélectionner les meilleurs, donc les meilleures polices, les polices les plus efficaces, et donc d'améliorer la police. Mais ça a un risque. La police serait à géométrie variable. Pourquoi? Parce que les citoyens, les personnes qui habitent sur le territoire, n'auraient pas tous accès à la même police, selon où ils habitent, selon la police qui est présente sur leur territoire, et également, selon leurs revenus, parce qu'évidemment, si la police appartient au secteur privé, il faut bien que les personnes qui se font protégées par la police, qui demandent des enquêtes aussi, payent. Donc forcément, les riches auront une meilleure police que les pauvres. Ce qui, d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, pose également des questions. Genre, est-ce que tout le monde doit avoir accès à la même sécurité ou non à une sécurité minimale, notamment dans les droits fondamentaux, dans la DDHC, dans la Déclaration des droits universels du citoyen de 1789. Il me semble qu'il y a un principe fondamental, un droit fondamental à la sûreté pour tous les hommes. Donc, voilà, ça pose des questions. Est-ce qu'on pourrait déléguer? Alors, toujours la même question, pour quelle raison, quel intérêt pour la nation? La déléguer aurait un sens, mettre en concurrence tout en gardant la possibilité d'action de l'État sur ce secteur privé en concurrence, puisque ce serait l'État qui financerait. Après, on peut autoriser les polices privées, ce genre de choses, en complément d'une police publique, ou des polices publiques, police municipale et puis police nationale. Ce sont des questions qui se posent. Remplacement de l'armée, pourquoi pas? Un remplacement de l'armée, du coup, on pourrait ne pas avoir d'armée, tout en ayant une défense intérieure et extérieure avec une police. Le problème, c'est que ça ferait une confusion des missions entre mission de défense extérieure, une mission de protection intérieure dans l'ordre public, et donc ça fragiliserait la défense, puisque la police ne serait pas forcément entraînée pour la défense extérieure. Il y aurait une confusion des missions au sein de la police, ou alors au sein même de la police, il y aurait une police de défense extérieure, une police de défense intérieure, ce qui reviendrait en fait à créer une police et une armée, ce qui reviendrait au même. Et la confusion des missions risque de créer d'autres soucis, comme par exemple l'emploi de techniques militaires de défense pour la protection des citoyens, ou pour la répression et le maintien de l'ordre public, qui poserait des problèmes de sécurité, de sûreté, des problèmes de proportionnalité d'emploi de la force publique bien sûr, et ce genre de questions. Et l'absence de police, alors, pas de police du tout, ni de police privée, ni de police publique. Ça pose un problème. Soit tous les citoyens sont en réalité bien éduqués, et on supposerait que ils ne fassent pas de crimes, pas de délits, ce qui est quand même une supposition assez osée, j'ai envie de vous dire. Soit en réalité les crimes et les délits existent, et du coup il n'y a plus de police. S'il n'y a plus de police, ils seraient impunis, non? Il n'y a pas forcément. Il pourrait y avoir évidemment du désordre social, une certaine forme de désunion du pays, puisque la justice deviendrait en réalité personnelle, et différenciée selon les lieux, les personnes, selon les normes sociales. Ce seraient par exemple les personnes lésées par un voleur, ceux qui se font voler, qui vont aller chercher le voleur, qui vont enquêter pour trouver le voleur, l'arrêter, et également le punir d'une certaine manière. Et donc, on se retrouve avec une sécurité intérieure à géométrie variable évidemment, mais également une désunion nationale. La loi ne protège plus, c'est à nous-mêmes, c'est aux citoyens eux-mêmes de se protéger.
Et l'un des intérêts principaux de l'État, c'est la protection. C'est la protection. À quoi sert-il s'il n'est même plus capable de nous protéger? C'est une question, hein, évidemment. C'est un épisode question, c'est assez particulier, j'avoue. Je voulais en faire un comme ça. Après, on entrera dans d'autres épisodes, hein, évidemment, qui seront beaucoup plus pointus, beaucoup plus précis, en tout cas. Sur des sujets précis avec des avis personnels, des raisonnements, des questions également, évidemment, mais des réponses. Alors, les autres fonctions maintenant, la justice. La laisser, la déléguer au secteur privé ou pas de justice? C'est un peu le même problème que la police. La justice et la police sont assez complémentaires. Même si la police s'occupe de l'enquête et la justice s'occupe du jugement. La justice au secteur privé, ce serait une justice géométrique pour les mêmes raisons que la police. Chacun aurait une justice différente sur son territoire, selon les entreprises, sauf si c'est réglementé par l'État. Dans ce cas-là, c'est quasiment une justice déléguée, hein, on en parlera dans le point suivant. Et également, ça dépendrait également de vos revenus. Si vous êtes riche, vous aurez accès à une meilleure justice que si vous êtes pauvre. Je pose des questions, en matière de justice, justement. La délégation, déléguer la justice. Pour quelle raison? Quel intérêt pour la nation? Évidemment. Quel intérêt? Enrichir. Est-ce que la justice concurrentielle, faire une concurrence entre les juges permettrait d'avoir certaines innovations juridiques? Ça se discute notamment par rapport à ce qu'est la justice. Mais ça, on le verra dans un épisode beaucoup plus tard, quand on parlera de la justice. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le pouvoir judiciaire? Quel est son rôle? Donc déléguer, pour quelle raison? Bonne question. Enrichir les juges, enrichir les possesseurs des entreprises judiciaires, des tribunaux privés, faire une justice pour les riches. Voilà, quel intérêt? Et pas de justice, c'est évidemment le même problème que pas de police, il n'y a plus de respect des lois, une désunion nationale, une dislocation de la nation, on pourrait même dire, un désordre social, un risque de désordre social important, une justice personnelle et différenciée selon les lieux, les personnes et les normes sociales, etc., etc. Je ne vais pas me répéter. Alors, maintenant voyons voir la monnaie. La monnaie, selon les auteurs, comme je l'ai déjà dit, c'est pas une fonction régalienne. Alors, laisser la liberté de création monétaire, déléguer, contrôler la monnaie. Alors, la monnaie ne relèverait pas du régalien, comme je viens de le dire, mais de l'économique, donc du privé. C'est un raisonnement recevable, en tout cas, à premier abord. Mais il y aurait un contre-argument tout à fait possible des personnes qui défendent l'idée que la monnaie est une fonction régalienne. La gestion de la monnaie, l'émission de la monnaie, la création monétaire. L'autre argument, c'est la sécurité économique et commerciale, intérieure comme extérieure. Car gérer la monnaie, les mettre, savoir comment les mettre, à quelle proportion les mettre, quelle proportion faire de la création monétaire, la gestion de la monnaie, la politique monétaire, permettrait d'éviter les crises économiques, les crises commerciales, essayer de gérer pour qu'il n'y ait pas de problème d'inflation trop importante, etc., ou de désinflation, même de déflation, ce genre de choses. Alors là, j'utilise des termes économiques que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément, mais ce serait donc, contre-argument, ce serait parce qu'en fait, ça fait partie de la sécurité. La gestion de la monnaie, ça fait partie de la sécurité, tant ça a une place importante dans l'ensemble des échanges, des relations marchandes entre les citoyens, entre les différents acteurs de la société. Donc déléguer, la question c'est à qui? À qui déléguer l'émission de la monnaie? Aux banques commerciales? Je serai en concurrence. Quel intérêt pour le privé? Quel intérêt pour la nation? La question se pose. Quel intérêt pour le privé? Avoir plusieurs monnaies, pouvoir émettre autant de monnaies. Quel intérêt pour la nation? Quel intérêt pour le peuple également? Quel intérêt pour lui d'avoir plusieurs monnaies? Faire de la spéculation monétaire? Pouvoir choisir sa monnaie, la monnaie qu'on utilise, la monnaie avec laquelle on échange, puisqu'il y aurait plusieurs monnaies? Est-ce que plusieurs monnaies feraient que ce serait plus stable économiquement et qu'on aurait moins de risques de crise monétaire? Ce sont des questions économiques, qui ont un lien avec les fonctions de l'État, pour vous montrer qu'en réalité, quand on parle en politique, et d'ailleurs pas que en politique, quand on parle d'un sujet, parfois, on est obligé de faire des liens avec d'autres sujets. Et là, le sujet de la Constitution, de l'État, c'est un sujet qui touche à énormément d'autres sujets. Énormément. Et parfois, on peut pas répondre à toutes les questions qu'on souhaiterait, sans répondre à plein d'autres questions. Alors, liberté de création monétaire. Donc multiplicité de monnaie. Mais le problème de ça, c'est qu'il y aurait une complexification des échanges. Eh oui. Quelle monnaie vais-je utiliser?
Quel est le cours de la monnaie en ce moment, le cours de cette monnaie-là par rapport à celle-ci, par rapport à l'autre? Est-ce qu'il nous faut une base pour essayer de comparer toutes les monnaies ou est-ce que ça change tout le temps? La spéculation monétaire et le risque de crise monétaire. Eh oui, car en réalité, c'est peut-être que ça réduirait le risque de crise monétaire, mais peut-être que ça l'augmenterait. Car en réalité, elle serait tellement fluctuante, les monnaies, que on serait dans une insécurité. La population serait dans une insécurité constante de savoir si il a eu raison de prendre cette monnaie-ci, au lieu de cette monnaie-là. Parce que du jour au lendemain, peut-être qu'une monnaie va être dévaluée par rapport à toutes les autres, perdre de sa valeur, et du coup, la personne risquerait de perdre toutes ses économies, toute sa fortune. Donc une certaine insécurité. Donc là, vous avez juste une image du siège actuel de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, à Francfort-sur-le-Main. Et autre scénario qu'on pourrait imaginer. Un contrôle étatique d'une unique monnaie gérée par des acteurs privés. Il y aurait qu'une seule monnaie, dans la nation, disons, dans l'État. Il y aurait un contrôle étatique d'une unique monnaie par des acteurs privés, gérés par des banques, gérés par des banques centrales privées. Quel serait l'intérêt? S'il y a un contrôle étatique d'une unique monnaie, ce serait inutile de laisser cette gestion à des acteurs privés si c'est pour qu'ensuite il y ait un contrôle par l'État, car ça reviendrait en fait à garder un contrôle de l'émission monétaire et une politique monétaire étatique, c'est-à-dire l'émission d'une banque centrale. Après, on peut déléguer à une institution comme la Banque Centrale Européenne et la rendre indépendante des gouvernements, mais n'empêche que ça reste une personne morale de droit public, et non pas un acteur privé. Donc bref, j'ai essayé d'aborder plusieurs questions là-dessus, mais une question se pose, est-ce que ces fonctions sont suffisantes pour l'intérêt général? Alors juste un petit rappel, des épisodes sur pourquoi faire société. L'objectif de faire société, c'est permettre à tous et à chacun de la recherche du bonheur. Je ne dis pas, attention, je précise, je ne dis pas rendre tout le monde heureux, car ça voudrait dire que l'État imposerait une définition du bonheur, mais c'est permettre à tous et à chacun la recherche du bonheur. Car le débat sur ce qu'est le bonheur est vif, est encore d'actualité, et sera peut-être même toujours d'actualité. Donc l'objectif c'est de permettre à tous et à chacun la recherche du bonheur, et non pas de les rendre heureux. Car en les rendant heureux, on pourrait justement les rendre malheureux en voulant les rendre heureux parce que la définition du bonheur qu'on a, que l'État aurait, serait erronée, serait fausse. Fausse définition du bonheur, tentative de rendre les gens heureux, ça ne marche pas. Tout le monde est malheureux, ça crée une société, ça crée un désastre. En voulant créer une société idéale, on peut créer une horrible société juste en voulant faire quelque chose de bien. Enfin, pavé de bonnes intentions, bien sûr. Mais là, cette intention-là, c'est juste permettre à tous et à chacun la recherche du bonheur, permettre la recherche du bonheur. Pas rendre heureux. C'est pas tout à fait pareil, La distinction est vraiment importante. La pauvreté, la mauvaise santé, l'instabilité de l'économie, etc., limite la recherche du bonheur. Non? Quand on est pauvre, difficile de pouvoir rechercher ce qu'est le bonheur, ce qu'est notre propre bonheur. Si nous n'avons même pas la capacité de subvenir à nos propres besoins, nos besoins vitaux, tels que se nourrir, se loger, ou être en bonne santé. Donc, vers des fonctions socio-économiques, c'est la partie suivante de cette vidéo, état social et ses fonctions socio-économiques. L'état social et ses fonctions socio-économiques. Alors, qu'est-ce que l'état social? L'état social ou état-providence? On emploie beaucoup plus communément le terme d'état-providence. Alors, selon le site Toupie, l'état-providence est une conception de l'état, où celui-ci étend son champ d'intervention et de régulation, qu'il intervient et il régule, il crée des normes, des règles, des limites, dans les domaines économiques et sociaux. Donc, en plus des fonctions régaliennes que j'ai données avant. Ça se traduit par un ensemble de mesures ayant pour but de redistribuer les richesses et de prendre en charge différents risques sociaux comme la maladie, l'indigence, la vieillesse, l'emploi, la famille. Alors, de nos jours, on est assez habitué à l'état-providence, on sait ce que c'est des aides sociales, c'est des allocations, c'est des cotisations sociales, une redistribution des richesses, c'est des services publics, services de la santé, services publics de la santé bien sûr, assurance maladie, ce genre de choses, assurance vieillesse, caisse de retraite, ce genre de choses. En tout cas en France, parce que dans des pays étrangers, c'est possible qu'il y ait moins. Dans un pays, il y a très peu d'état-providence. Dans d'autres, il y a un état-providence qui fonctionne différemment. On va pas aborder la question de l'état-providence dans cette vidéo, en tout cas pas en détail. L'état-providence est fondé sur la solidarité entre les différentes classes sociales et la recherche de la justice sociale. Ça, c'est un principe général. Alors, pourquoi j'ai dit état social dans le titre, et ensuite j'ai dit qu'il y avait état social et état-providence? Pourquoi j'utilise le terme état social? Est-ce que état social et état-providence, ce sont les mêmes termes?
Est-ce qu'il y a une différence entre les deux termes? En effet, oui, il y en a une, le sens des mots. Le mot providence renvoie à l'idée de charité, de secours, voire de contrôle divin, la providence. Ce qui renvoie à l'idée d'absence de liberté, de dépendance vis-à-vis de l'État, certaines formes d'assistanat. Le terme assistanat étant évidemment une critique de l'État-providence, et le terme État-providence semble lui-même être une critique de cette forme d'État, de cette conception de l'État. Donc le terme État social est plus neutre, voire positif, même si à mon sens il est plutôt neutre. Alors que État-providence est un terme qui semble plus négatif, mais les deux s'emploient, et personne, ou très très peu de personnes, seront offusquées, même les personnes qui sont favorables à l'État-providence, si vous utilisez le terme d'État-providence. Alors, est-ce que ces fonctions sont nécessaires à l'État? Quelle est leur pertinence, etc., etc. Les mêmes questions. Alors, pour les services publics et la santé, pourquoi l'État devrait intervenir? Il pourrait assurer à tous des soins de qualité, ce serait pour ça. Permettre à tous, du coup, d'avoir une bonne santé. Il y aurait donc un droit à la santé, ou alors simplement des soins minimums. Peut-être simplement dans le but de maintenir la main-d'œuvre opérationnelle, ou tout simplement de laisser les personnes, les individus se débrouiller pour avoir une santé meilleure, mais leur permettre quand même d'avoir une santé minimum pour pouvoir vivre. Ou alors, avoir un service de santé privé, complètement privé, concurrentiel. Ce sont différentes options. Gestion étatique, des biens collectifs souffrant de carences de l'initiative privée. Alors ça c'est pour les services publics, j'ai noté ça pour les services publics. La gestion étatique des biens collectifs souffrant de carences de l'initiative privée, qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, pour les routes, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait des routes, mais qui paierait pour des routes? À moins de mettre un péage sur les routes, de faire payer l'utilisation des routes, qui les construirait? Personne. Pareil, autre exemple, l'éclairage public. L'éclairage public est gratuit. Et gratuit même si tout le monde paye via les impôts au final. Faudrait faire quoi? À l'utilisation, payer à l'utilisation. Ah, vous passez dans une rue éclairée par l'éclairage de monsieur X. Veuillez payer pour pouvoir passer dans cette rue, ou bien les lumières s'éteindront pour vous à votre passage. Mais s'il y a plusieurs personnes qui passent dans la rue, certains qui ont payé, d'autres qui n'ont pas payé, comment on fait? L'éclairage public doit donc être géré étatiquement, géré par l'État ou géré par les villes, géré par les municipalités, géré par des institutions, géré par des personnes morales de droit public. Gestion publique en tout cas. Donc des biens collectifs. Et pourquoi d'autres services publics? Par exemple, pour les transports. Est-ce qu'il faudrait des services publics pour les biens et usages de première nécessité? Donc les transports en commun, donc le train, pourquoi pas l'aviation, pourquoi pas les bus, pourquoi pas des services de vélo en location? Pour d'autres usages de première nécessité, comme l'eau, la poste, les télécommunications. Les télécommunications sont pas forcément de première nécessité, ça se discute. Et à quel point, par exemple, la nourriture, c'est quelque chose de première nécessité. Quelqu'un qui ne mange pas est amené à mourir. C'est de première nécessité de se nourrir. Faudrait-il des services publics alimentaires? Tout dépend de la conception qu'on a de l'État, la conception qu'on a de la société, de comment doit se gérer la société. Car en réalité, une gestion privée des services publics a d'autres avantages, la concurrence, le enrichissement personnel, la liberté d'entreprise, liberté entrepreneuriale. Bon, passons à autre chose. Je pense que vous avez compris les questions qui se posent sur cette partie, sur ces sujets-là liés à l'État-providence. Passons maintenant au travail et à l'emploi. D'autres questions qui se posent. Garantie dans les travailleurs, ou ingérence étatique dans le marché du travail et le fonctionnement des entreprises. Eh oui. Là, j'ai marqué quelque chose de positif, les garanties dans des travailleurs, donc a priori positif, ou l'intervention de l'État sur le travail et sur le marché de l'emploi serait une ingérence étatique, donc qui nuirait au fonctionnement, à la liberté des entreprises. Alors pourquoi l'État devrait intervenir? Pour garantir un travail pour tous. Il garantirait un travail pour tous, car le travail est important pour avoir une vie décente. Il y aurait un droit au travail. Donc tout le monde devrait avoir un travail, l'État devrait fournir un travail à tout le monde. Ou peut-être simplement lutter contre le chômage. Aider à lutter contre le chômage, en donnant de l'argent aux entreprises, en favorisant la création d'entreprises via des aides, ou bien en aidant les chômeurs tout simplement à se réinsérer, en leur permettant une période de recherche d'emploi avec quand même des ressources minimum, donc une allocation chômage. Ou bien laisser faire le marché du travail, le marché de l'emploi, pour que les travailleurs se répartissent un peu partout dans les métiers, et que le marché de l'emploi, ce soit les entreprises qui aient à attirer
les travailleurs. L'État peut aussi réglementer les conditions de travail pour que tous travaillent dans des conditions minimales de sécurité et de confort, ou laisser faire le marché du travail. Car après tout, les entreprises pourraient se battre pour créer des meilleures conditions de sécurité et de confort pour attirer les travailleurs. Même si bien évidemment ce raisonnement part du principe qu'il y aurait un manque de travailleurs. S'il n'y a pas assez de travailleurs, on pourrait les entreprises pourraient se les arracher, pourraient être en concurrence pour qu'ils viennent travailler chez eux, et leur offrir plus de sécurité, plus de confort, etc., etc. Mais si on imagine qu'au contraire, il y a trop de travailleurs pour le nombre d'emplois qui existent, là, c'est plutôt la course à la baisse des conditions de travail. La baisse des conditions de travail, de sécurité, la baisse du confort, la baisse de la sécurité au travail. Je n'imagine un laisser-faire du marché du travail. Donc sans réglementation des conditions de travail par l'État. Même si bien sûr ça aurait des avantages, la liberté d'entreprise, une entreprise qui soit en réalité pleinement privée, appartenant pleinement à leur patron ou aux actionnaires. Garantir des droits aux travailleurs maintenant, passons à autre chose. Garantir des droits aux travailleurs, la grève, syndicats, le temps de travail, des contrats. Faudrait-il garantir ces droits aux travailleurs? Est-ce que ces droits ne pourraient pas, comme pour la réglementation des conditions de travail, être au bon vouloir des entrepreneurs? C'est la même question au final. Les fonctions nécessaires à l'État, le logement et les revenus. C'est d'autres fonctions de l'État-providence qui agissent sur le logement et les revenus. Garantir à tous un minimum pour vivre, garantir à tous un logement. Est-ce qu'il faut garantir à tous un logement? Ou garantir à tous l'accès au logement dans certaines zones, en créant des zones à loyer modéré, en donnant des aides au logement. Est-ce qu'il faudrait créer des conditions? Est-ce que l'État crée des conditions d'achat et de location? Prenons un exemple. Deux personnes sont en concurrence pour un même logement. Une personne est plus riche mais ne va pas travailler à côté de ce logement, et l'autre personne est beaucoup moins riche mais a besoin de ce logement qui est aussi très proche de son travail. Il y aurait des conditions d'achat et conditions de location. Il faudrait que la personne qui a le plus intérêt à avoir ce logement aurait ce logement. Donc la personne qui a peu d'argent, qui aurait un logement proche de son travail. Permettant ainsi de réduire également les transports en commun. Bref, ce seraient des conditions d'achat et de location. Mais ce serait extrêmement restrictif pour la liberté des entrepreneurs, la liberté d'achat, la liberté de location, la liberté des acheteurs, la liberté de tous. Tout en permettant à plus de personnes d'avoir de meilleures locations, de meilleurs lieux de logement, plus de logements, en tout cas que chacun ait un logement. Laisser faire le marché, ça c'est l'autre option. On pourrait complètement laisser faire le marché, car après tout c'est également aux propriétaires, aux loueurs, aux bailleurs, d'attirer le client, et au marché concurrentiel de faire baisser les prix en fonction, ou de faire monter les prix en fonction de la demande. Également, autre question. La redistribution des richesses. Faudrait-il une redistribution des richesses? Faudrait-il un salaire minimal? Conditionner l'aide sociale? Créer des droits particularisés, comme par exemple une allocation familiale, c'est-à-dire vous avez droit à une certaine aide selon ce que vous avez. Si vous avez des enfants, vous aurez le droit à une allocation familiale. Si vous êtes handicapé, vous aurez le droit à une allocation handicapée. Si vous avez tant de revenus, vous aurez le droit vous aurez le droit à certaines aides, vous aurez le droit à des réductions d'impôts, vous aurez le droit à ce genre de choses, créer des droits particularisés, enfin de redistribution totale des richesses, limiter les revenus, c'est plus que ça la minimale, c'est limiter les revenus, par exemple faire une borne haute aux revenus, par exemple, il serait interdit, imaginons, c'est juste un exemple, il serait interdit d'avoir plus de 5000 € de revenus par mois, comprenant les revenus des actions, les revenus du patrimoine, comme les revenus du travail. Tout le reste serait pris directement. Ce serait confiscatoire, n'est-ce pas? Le revenu minimal de subsistance, plus qu'un salaire minimal, laisser faire le marché du travail complètement, encore une fois. Faut-il seulement réduire les inégalités? Parce que les inégalités ne sont pas bénéfiques. Est-ce qu'elles ne sont pas dans l'ordre des choses? Est-ce qu'elles ne sont pas là pour dynamiser la vie sociale? Toutes ces questions-là qui sont en fait des questions très 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 générales, philosophiques également, qui touchent à l'économie, qui touchent à la conception de ce que c'est que la société et de ce que c'est que vivre en société. Ces questions sont très très intéressantes. Évidemment, je ne vais pas donner de réponse dans cette série. Comme quoi, la question quelle fonction pour l'État est une question qui touche vraiment à énormément de sujets. Autre chose, l'économie. L'économie, corriger les défaillances du marché ou diriger le marché au détriment de la liberté des entreprises.
Eh oui, l'État pourrait réglementer le marché pour éviter les crises économiques, aider les entreprises, orienter, voire diriger les marchés carrément, piloter l'économie, ou faire confiance au marché. La loi de l'offre et de la demande. Mais est-ce que ces fonctions, même celles-là, qui pourraient paraître déjà assez importantes, assez intrusives dans l'espace privé, sont-elles seulement suffisantes pour l'intérêt général? Et l'environnement, l'écologie, et la culture? Troisième type de fonction, les fonctions environnementales, culturelles et sociétales. Après état gendarme et état social vers un état gardien. Alors, je n'ai pas trouvé de terme pour regrouper tout ce qui est des choses qui touchent à l'environnement, à la société, à ce qu'on pourrait appeler le terme sociétal qui est un terme assez général, tout ce qui est de la culture qui est également un terme très général. Parce qu'après l'état gendarme et l'état social, il y a vers un état gardien. C'est un terme que je trouve assez intéressant, qui pourrait être pas mal pour parler de ces nouvelles fonctions, que sont les fonctions environnementales, culturelles et sociétales. L'état gardien serait donc un état qui défend tous et chacun contre tous et chacun, mais aussi contre l'extérieur. Un état qui protège, un état gardien d'un environnement sain, gardien de la santé mentale et de la dignité de chaque individu, gardien également d'une organisation de la société, gardien des mœurs. Donc, ces nouvelles fonctions de l'État seraient maintenir, créer un environnement sain, la protection psychologique de l'individu. Donc maintenir, créer un environnement sain, c'est plutôt de l'écologie, mais c'est également l'aménagement urbain. La protection psychologique de l'individu, c'est par exemple la lutte contre la discrimination, on verra ça encore juste après. Le féministe rentre un peu là-dedans, puisque c'est la protection des femmes, même si le féministe rentre beaucoup plus dans la troisième case, contrôler ou influencer la culture, par exemple en voulant une égalité homme-femme, l'organisation, le fonctionnement des relations sociales, les mœurs, les normes sociales, les institutions, etc. Culture étant un terme très vaste, ces nouvelles fonctions sont très très vastes, et élargissent encore plus les fonctions de l'État. Alors, même chose, maintenir, créer un environnement sain, protéger et aider, ou empêcher d'agir. Avec la nouvelle fonction environnementale de l'État, il pourrait y avoir une politique qui serait d'empêcher, une fonction qui serait d'empêcher les atteintes à l'environnement, et lutter contre le réchauffement climatique. Ou simplement protéger des risques naturels, c'est-à-dire créer des digues pour éviter la submersion, ce genre de choses. Créer des systèmes de surveillance publique pour les tremblements de terre, créer des normes pour de construction des bâtiments dans des zones à haut potentiel sismique, ce genre de choses. Alors empêcher, comme j'ai dit avant, les atteintes à l'environnement, donc carrément, complètement défendre l'environnement, lutter contre le changement climatique, imposer les mesures, ou même faire accomplir les mesures qui permettraient de protéger l'environnement, de maintenir un environnement sain, un environnement naturel sain, comme la lutte contre le changement climatique, par exemple en imposant la réduction des émissions de carbone, des émissions de gaz à effet de serre en général, ou simplement protéger des risques naturels, ou même encore moins s'adapter aux catastrophes naturelles et changements de l'environnement. Non pas lutter contre les changements, qui sont notamment induits par les actions humaines, mais s'adapter à ces changements, s'adapter aux catastrophes naturelles. Par exemple, en donnant des aides pour s'adapter, en donnant des aides après les risques naturels, après les catastrophes naturelles, pour la reconstruction. Ou juste une simple sélection naturelle, car après tout, si notre société n'est pas capable de comprendre que ce qu'elle fait détruire l'environnement, ou qu'elle n'est pas capable ou que les gens ne sont pas capables de se défendre face aux risques naturels, c'est que ils doivent disparaître. C'est une vision très 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 dure, surtout à cette époque, qui serait un peu un fatalisme. Voilà, autre sujet sur l'environnement, créer des conditions de vie confortables. Donc là, ça touche moins au côté naturel qu'au côté aménagement urbain et arrangement de la société, organisation de la société humaine. Est-ce que ce serait aménager un aménagement urbain étatisé, plus localement, avec les municipalités par exemple? Est-ce que ça ne poserait pas un problème? L'État imposerait une définition de l'environnement sain? Qu'est-ce qu'un environnement sain après tout? Ou est-ce qu'il faudrait laisser faire le privé pour ce qui est de l'environnement? Ce sont des questions évidemment, comme je l'ai déjà dit, qui sont au cœur, parfois des questions qui sont dans le débat public, sauf que là je ne vais pas en parler parce qu'en réalité il me faudrait énormément d'heures pour débattre
moi-même, pour donner mon avis, pour réfléchir sur ces questions, et pour exposer des arguments en réponse à chaque question. Protection de la psychologie et de la dignité de l'individu, ensuite. Simple soutien ou infantilisation vers une société paisible ou vers une police intrusive. Par exemple, la lutte contre les discriminations. Dans quel cadre doit-on lutter contre les discriminations? Dans la sphère directement publique dans les médias, sur les réseaux sociaux entre eux privés, dans les entreprises, dans les relations interprofessionnelles, dans les relations familiales. Dans quel cas également? Sur chaque insulte, faut-il policer les relations sociales pour protéger l'individu? N'est-ce pas l'infantiliser? N'est-ce pas également une forme d'intrusion de la police dans les relations interpersonnelles, dans les sphères privées? La question se pose. À quel point faut-il lutter contre les discriminations? Dans quel cadre? Dans quel cas? Jusqu'où aller? La question fait débat. Protection de la dignité de la personne humaine ensuite. C'est pas tout à fait pareil. La dignité de la personne humaine, c'est un concept assez vague, qui a des définitions très très différentes, et qui pose différents problèmes. Notamment dans le droit français, cette notion est apparue. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, donc la juridiction, le juge constitutionnel et le juge administratif suprême, ont tous les deux utilisé ce terme pour justifier des jugements. Va-t-on vers une morale d'État? La question se pose. Qu'est-ce que la dignité de la personne humaine? Contrôler ou influencer la culture, autre point. Maîtriser les mœurs au lieu de laisser faire les libres interactions. Amplifier les demandes de changement de la majorité. Qu'est-ce que c'est que influencer ou contrôler la culture pour l'État? Est-ce une bonne chose? Ça, ce sera plutôt à vous d'y réfléchir et de répondre par vous-même. En tout cas, d'avoir des éléments de réponse. Prenons par exemple les politiques de diversité et d'égalité. Égalité femmes-hommes ou hommes-femmes, par exemple. Ces politiques sont tout à fait intéressantes. Mais la diversité n'est-elle pas l'imposition d'une culture, du cosmopolitanisme de la diversité? Pourquoi la diversité? Pourquoi l'égalité homme-femme? À quel point l'égalité homme-femme? Est-ce que ça fait partie des fonctions de l'État? De répondre à ces questions, de participer, d'agir pour orienter, pour contrôler ou pour influencer la culture? Est-ce que l'État doit simplement soutenir la culture en la subventionnant différents travaux, subventionnant des films, subventionnant de l'architecture, des pièces de théâtre, des spectacles, des expositions? Mais subventionner quoi? On va faire un choix. Le choix de la diversité, c'est un choix. Choisir de ne pas diversifier et de choisir seulement certaines parties, par exemple en refusant de subventionner du contenu satirique, du contenu plus virulent, c'est un choix. L'État est-il un nouveau juge du bon, du beau et du bien? Est-ce que être inclusif, essayer de rendre la société plus inclusive, c'est pour que chacun ait sa place? Est-ce que l'État devrait le faire? La question se pose. Est-ce que ça fait partie de ses fonctions? Il faudrait autoriser la diversité et faire que chacun accepte tout le monde pour permettre à tous de vivre en harmonie. Mais est-ce que ça ne sonnerait pas la fin d'une culture dominante? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Encore une fois, c'est à vous de répondre. Maintenant, j'aimerais parler, parce que après ce que je viens de dire, vous y avez peut-être sans doute pensé, il y a un risque totalitaire, n'est-ce pas? Un risque de contrôle de la société par l'État. Selon jusqu'où va l'État dans l'exercice de ses fonctions, ne faut-il pas craindre que l'État et la sphère publique effacent la sphère privée et l'intimité? À force de s'introduire dans les relations interpersonnelles, à force de s'introduire dans la sphère privée, dans la famille, de dire ce qui est bien, de ce qui est bien, ce qui est mal. Est-ce que l'État et la sphère publique sont pas en train soit d'effacer la sphère privée et l'intimité, soit même de la contrôler? Et ben, au final, est-ce qu'un État très interventionniste, dirigiste, on pourrait même dire un État total, un État interventionniste, dirigiste, est-il compatible avec les libertés individuelles, avec les droits fondamentaux? Peut-on à la fois avoir une liberté individuelle et un État puissant, un État fort qui agit dans énormément de domaines? Est-ce qu'il peut y avoir démocratie et État total, État dirigiste, État interventionniste? Bien, maintenant nous allons aborder la conclusion de cet épisode qui a été assez long, et pourtant j'ai surtout évoqué des questions. Le but principal de cet épisode, qui est un des buts de la série, mais qui est surtout le but
de cet épisode, c'est de vous faire réfléchir, de vous montrer également à quel point toutes ces questions touchent à énormément de domaines, et à quel point quand on évoque la fonction de l'État, la fonction régalienne, on évoque plus qu'une simple question, on évoque toute une pensée politique, toute une pensée du vivre ensemble, de faire société. Alors qu'avons-nous vu rapidement dans cet épisode? Nous avons parlé de l'État gendarme, des fonctions régaliennes, de l'État social, des fonctions socio-économiques. Nous avons parlé de ce que j'appelle, dans cet épisode, peut-être que je devrais utiliser le terme ailleurs, ce que j'appelle l'État gardien et les fonctions environnementales, culturelles et sociétales. Mais également, nous avons évoqué, sur la fin, le risque totalitaire de telles fonctions, de tel interventionnisme de l'État. Alors, j'ai un peu évoqué, même tout le long de cet épisode, la réponse que je vais donner à cette question, quelle fonction pour l'État? Alors avant de donner ma réponse, que je vous ai déjà donnée au final, dans la Constitution de 1958, la Constitution de la 5e République, la 5e République, la Constitution actuelle de la France, tout comme au moment où je vous parle, au moment où j'écris cet épisode, au moment où je le tourne, à son article 1er, il est écrit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Le terme social renvoie évidemment à cet état social. Il y a également la charte de l'environnement, qui donne des fonctions de ce que j'ai appelé ici l'état gardien, plus particulièrement les fonctions environnementales. Alors faut-il sanctuariser dans la Constitution les fonctions de l'État, ou laisser le législateur décider? Alors personnellement, je ne tranche pas vraiment cette question. On peut sanctuariser dans la Constitution le fait qu'il y a un État-providence, que la France soit une république sociale, pourquoi pas? Parce qu'il faudrait laisser le législateur décider. Tout dépend si on est plutôt dans un légicentrisme. Le légicentrisme, c'est le fait que ce soit plutôt la loi qui soit source de la volonté générale, la volonté de la nation pour cette série, la volonté du peuple pour ceux qui pensent que la volonté générale est la volonté du peuple, et donc qu'il n'y a rien au-dessus de la loi, que la loi c'est ce qu'il y a de plus important. Et ça a été remis en cause par les constitutionnalistes, par le constitutionnalisme, tellement fortement pour la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a remarqué que le légicentrisme pouvait donner lieu à des États totalitaires, des États autoritaires. Et donc le constitutionnalisme, c'est qu'il y aurait une constitution qui limiterait les pouvoirs du législateur, et donc pour les constitutionnalistes, il serait plus logique en tout cas qu'ils donnent des réponses favorables à cette question, faut-il sanctuariser ou oui dans la Constitution les fonctions de l'État ou laisser les législateurs décider, donc les légicentristes plutôt laisser les législateurs décider, et pour les constitutionnalistes plutôt sanctuariser dans la Constitution les fonctions de l'État. Ça c'est pour vous donner une vision un peu manichéenne des réponses qu'il pourrait y avoir à cette question. Mais on pourrait également faire l'un et l'autre sur certaines fonctions, laisser le législateur décider, et sur d'autres fonctions, les inscrire dans la Constitution. Mais ça évoque aussi la question des droits fondamentaux, c'est ce que j'ai marqué. Car par exemple, les droits sociaux, ça peut être des droits fondamentaux. Il peut y avoir un droit à la santé, ce que j'ai évoqué au cours de l'épisode. Un droit au logement, ce serait des droits fondamentaux. Il y aurait des libertés fondamentales également. C'est pas tout à fait la même chose, on parle de droits fondamentaux et de libertés fondamentales. C'est aussi cette question-là, la question qu'on abordera également dans quelques épisodes. Alors du coup, ma réponse à la question de l'épisode, quelle fonction pour l'État, je l'ai déjà donnée. La question est trop complexe et trop vaste, surtout trop vaste, et également très très complexe bien sûr, mais beaucoup trop vaste pour que j'y réponde dans cette série. Cette série traite surtout de la Constitution. Elle n'est pas là pour traiter d'économie, de quelle politique il faut mettre en place en matière de culture, s'il faut en mettre une. Quelle politique écologique avoir, quelle politique sociale avoir, quelle politique monétaire avoir, et s'il faut en avoir une, on n'est pas là pour en parler. Quelle politique militaire. Dans cette série, je suis pas là pour en parler, je suis là pour parler de Constitution surtout. Donc cet épisode m'a permis de vous montrer à quel point même un sujet qui peut paraître technique et très clos, le sujet constitutionnel, est en réalité très connecté avec le reste des questions politiques, le reste de la société et des débats publics. Et que, bien sûr, on peut intégrer des éléments politiques à la Constitution. Des éléments politiques qui sont plus que de simples éléments d'organisation des pouvoirs. On peut également y mettre des droits fondamentaux, on peut y mettre des grands principes, on peut y mettre des objectifs, on peut y mettre des fonctions pour l'État, des fonctions sociales. Ce sont des choses très politiques, des choses qui touchent la société. Ce sont des questions qui, au premier abord, ne sont pas fait partie de ce qu'on pense à la Constitution. On ne pense pas au fait qu'il peut y avoir autant de politique dans la Constitution. Et pourtant, il peut y en avoir. Parfois, les constituants décident de mettre quelque chose de très politique comme quelle fonction pour l'État.
cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait réfléchir, qu'elle vous a montré la complexité de la création d'une constitution, mais surtout la complexité de la politique et les relations qu'il y a entre la constitution et le reste de la politique, entre la constitution et la société, entre la politique et la société, à quel point c'est vaste, à quel point on peut y mettre beaucoup de choses, à quel point c'est un sujet passionnant. Et j'espère vous retrouver dans d'autres épisodes pour parler de constitution, et peut-être plus tard, dans d'autres épisodes sur la politique et sur d'autres sujets, comme on pourra revenir un jour peut-être sur certaines des questions que j'ai évoquées ici, sur l'État-providence, sur l'économie, sur l'intervention de l'État en économie, ce genre de choses. Peut-être que j'y reviendrai un jour dans une série qui s'appellera Parlons économie, dans une série qui s'appellera Parlons environnement. On verra bien. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo en entier, vous êtes probablement pas très nombreux, mais c'était vraiment très très sympathique d'avoir fait cette vidéo, j'avais envie de la faire. C'était une vidéo atypique, un peu spéciale, mais c'est une vidéo qui me tenait à cœur, justement pour vous montrer la complexité de la politique. Merci à toutes et tous, c'était Elsquier, et à bientôt!